Donc ce webinaire euh, s'inscrit dans une dynamique de deux webinaires qui vous sont proposés sur le mois de décembre par Interloire. L'un aujourd'hui animé par Teravitis et l'autre semaine prochaine animé par Vignerons Engagés. Ce sont des webinaires qui nous ont été demandés par certains professionnels ou organisations professionnelles de la filière. La RSE, la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, est un enjeu très fort pour l'ensemble des activités et notamment pour la filière viticole. Certains opérateurs ligériens sont engagés depuis des années, sont même certifiés. D'autres s'interrogent, cherchent à comprendre ce que c'est que la RSE. Et donc c'est l'objectif aujourd'hui, comprendre quels sont les grands principes de la RSE pour la filière vin, comment je peux mieux comprendre ce que c'est, comment me lancer avec une présentation aujourd'hui sur le label Teravitis et donc animé par Nicolas, qui va vous permettre de comprendre vous, à l'échelle de votre entreprise, à l'échelle de votre organisation professionnelle, ce que c'est que la RSE, ce qu'elle engage et comment le label Teravitis euh, fonctionne et quel est son cahier des charges. Au niveau collectif, à l'échelle du bassin, le plan de filière Val-de-Loire 2030 porte sur plusieurs piliers du développement durable que sont l'emploi, la formation, la prévention des accidents, également sur le volet environnemental, la réduction de l'impact des phytosanitaires, la réduction de notre empreinte carbone, la prise en compte de nos consommateurs et des attentes consommateurs. Le plan de filière Val-de-Loire 2030 s'appuie sur les trois grands piliers du développement durable. Il est un engagement volontaire que la filière a choisi de faire. C'est dans une réflexion RSE globale. Et dans le cadre de cette réflexion globale à l'échelle de la filière, il nous semble important de permettre aux opérateurs, aux organisations professionnelles qui s'interrogent pour mieux comprendre ce que c'est que la RSE à l'échelle de leur instance, de voir comment cela fonctionne et c'est l'objectif du webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas. Ensuite, nous aurons une phase de questions et d'échanges libres entre nous tous. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, alors, je vais pas forcément respecter exactement l'ordre qui est inscrit sous la diapo parce que enfin, voilà, vous verrez. J'espère que ce sera clair, en tout cas, et n'hésitez pas à poser des questions et même à m'interrompre si il y a des éléments qui sont pas clairs ou que vous voulez préciser. On n'est pas très nombreux, donc ça me semble possible. Donc moi, je suis Nicolas Daspre, je travaille à Teravitis depuis 7 ans et demi. Et j'ai une double casquette. En fait, je suis directeur technique de la Fédération nationale Teravitis et je m'occupe de Teravitis pour le bassin Val-de-Loire euh, pour l'instant. Donc, on va revenir dessus. Alors, je vais commencer en fait par vous faire une rapide présentation de ce que c'est Teravitis, qui vous parle en fait. Et puis ensuite, je viendrai sur le côté RSE. Qu'est-ce que c'est? Comment nous, on voit la RSE? Comment on y répond, et je vous ferai un focus sur quelques points du cahier des charges. Je pense que vous n'avez pas envie, à l'heure de l'apéritif, de vous infliger un cahier des charges détaillé complet. Donc, on va plutôt faire des focus, et puis après, bah, vous pourrez, par le biais des questions, me demander sur d'autres aspects, ou alors on pourra en rediscuter par ailleurs plus tard. Alors, Teravitis, c'est une association qui regroupe des viticulteurs, des vignerons, des caves coopératives et des négoces, donc qui sont tous adhérents d'associations Teravitis. C'est une certification donc, qui est spécifique à la filière vin, qui évidemment a un cahier des charges et qui a un système de contrôle, et je reviendrai là-dessus, avec un contrôle annuel et indépendant de tous les opérateurs. Et c'est 26 ans d'expérience, puisque Teravitis a été créé en 1998. Donc il y a un certain recul. Et évidemment, comme vous le savez bien, au fil des millésimes, on a toujours des cas particuliers qui se posent. Donc, il y a un retour d'expérience et un certain recul sur le sujet. Et puis, par ailleurs, bah, c'est une marque déposée reconnaissable. Vous avez le logo que vous connaissiez peut-être, je l'espère. Euh, Ensuite, donc, au niveau concret organisation, donc, la vision commune de Teravitis, donc, qui est portée par principalement des viticulteurs et, comme je vous disais, aussi des négoces et des CAFCOP, c'est agir au quotidien pour qu'on ait des exploitations viables et résilientes au sein d'un environnement préservé, qu'il soit environnement naturel ou environnement humain, et pouvoir transmettre tout ça aux générations futures. La notion de durabilité, c'est aussi dans le temps. On a tendance à toujours penser qu'à l'environnement, alors c'est très bien, évidemment,
Mais le but, c'est quand même que ça puisse perdurer et tous nos adhérents sont attachés à ce que demain, il y ait de l'activité économique viticole et vinicole. Donc la démarche, je vous l'ai dit, est associative. Elle s'appuie donc au niveau organisation. Aujourd'hui, on a 7 associations régionales qui permettent de couvrir l'ensemble du territoire français. On a des adhérents dans toutes les régions, les grandes régions viticoles. Donc Terravitis Loire recouvre le territoire à la fois d'Interloire et du BIVC et va ensuite plus loin puisqu'on va finalement on suit toute la Loire, on va jusqu'au vignoble du Rouennais, même du Forez et d'Auvergne. Voilà, bon, ça c'est un petit peu l'organisation générale. En termes d'ordre de grandeur, donc aujourd'hui il y a à peu près 2000 adhérents en Terravitis, très exactement 1960 en 2024. Donc là on est entre deux, donc on verra. Ça représente un peu plus de 48 000 hectares engagés dans la démarche et à peu près 220 appellations qui sont couvertes, appellations, indications. Donc on a vraiment une répartition sur l'ensemble de la France. C'est à peu près 6% du vignoble français. Et vous pouvez retrouver la liste des adhérents si vous le souhaitez sur l'annuaire du site internet qui est le plus à jour possible. Vous n'ignorez pas, je pense, pour gérer des sites que c'est parfois, ça prend un peu de temps pour regrouper l'ensemble des données et les mettre à disposition. En termes de dynamique et d'évolution, on a eu une grosse croissance à partir de 2018 en termes de nombre d'adhérents et de surface. Et là, on voit qu'on a une augmentation des surfaces qui est en train de reprendre. Alors bon, qui peut être lié à plein de choses. Il y a une attractivité de la démarche en ce moment, on le constate nous au quotidien. Et puis, on n'échappe pas aussi au fait que dans la filière, il y a des fusions d'exploitations ou des rachats suite à des retraites qui font que les exploitations grandissent. Donc parfois, même nombre d'adhérents, puisque une exploitation ou une entreprise, c'est un adhérent, et puis les surfaces peuvent augmenter. Je passe assez rapidement, hein, mais vous reviendrez si vous souhaitez avoir des précisions. Donc, je vous ai dit, c'est une marque reconnue. L'idée, c'est que la marque Terravitis est protégée en France, en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays dont j'ai pas fait la liste, mais qui sont un peu au coup par coup en fonction des marchés et d'analyse de coût-bénéfice, hein, parce que évidemment, c'est pas gratuit cette histoire-là. Il s'agit de protéger correctement la marque. Et c'est par ailleurs une marque de garantie et de certification donc, qui est déposée auprès de l'Union européenne, qui permet de certifier également des producteurs en Union européenne. Donc on est à 99% avec des producteurs français, mais on a régulièrement, alors là on a des demandes en Belgique, en Slovénie, on a quelques domaines qui s'y intéressent. Il n'y a pas une volonté de forcément aller certifier toute l'Europe, hein, mais en tout cas c'est possible. La démarche est reconnue et demandée en France. Alors là, je vous ai mis par exemple 2 acteurs. Donc, elle est reconnue par Carrefour pour sa gamme de produits responsables. Et le groupe Castel a choisi de passer l'intégralité de ses marques propres, donc les marques Baron de l'Estac, Roche-Mazet, etc., en Terravitis depuis quelques années. Et il avait déjà, tous les domaines Castel étaient déjà en Terravitis depuis très longtemps. Il y a des discussions avec tout un tas d'autres distributeurs en ce moment. Il y a beaucoup d'agitation dans le milieu actuellement. Mais bon, pour l'instant, voilà où on en est en France, sur les gros acteurs en tout cas. Par ailleurs, au niveau international, donc Terravitis est membre fondateur et pilier, parce qu'on est très actif, du consortium international qui s'appelle Sustainable Wine Roundtable, qui regroupe à peu près 150 partenaires aujourd'hui, de tous les échelons de la filière. Donc, on va avoir des distributeurs, donc distributeurs privés, les monopoles d'État, principalement les Scandinaves aujourd'hui, des producteurs, alors plutôt des gros producteurs, hein, on est vraiment sur des gros opérateurs, des certifications, des ONG, etc. Je vous ai mis quelques logos là, mais bon, évidemment, je ne vais pas vous en mettre 150, hein, c'est juste pour vous illustrer la diversité des gens qui sont autour de la table. On a aussi voilà, des verriers comme OAI, enfin bref, une grande diversité d'acteurs. Et dans ce cadre-là, il y a tout un tas de travaux sur différents sujets, parmi lesquels un travail sur lequel je reviendrai, sur la réduction de l'impact carbone de la bouteille de vin, qui a abouti en fait au bout d'un certain nombre d'années de travail à un pacte en fait dont Terravitis est la première organisation de producteurs signataires. On a principalement des distributeurs. L'objectif, c'est de ce pacte-là, c'est fin 2026, sur le vin tranquille, on n'a plus de bouteilles au-dessus de 420 grammes.
pour réduire l'impact de carbone de la bouteille de vin. On pourra revenir dessus, hein, comme le temps est compté, je vais essayer d'avancer assez vite, mais vous reviendrez s'il y a besoin. Et par ailleurs, donc, on est reconnu comme démarche responsable par les monopoles scandinaves depuis 2023. Alors les monopoles scandinaves, sous l'égide, on va dire, du système Volaget, qui est le plus actif, ont lancé une démarche d'évaluation comparative des certifications dans le domaine du vin. Donc il y a, je crois, alors cette année on vient d'avoir les résultats, j'ai pas recompté le nombre de certifications, on doit être à peu près 50 certifications de partout dans le monde à avoir été évaluées. Il y a un score qui est attribué et en fonction, ils vont considérer que la démarche est suffisamment responsable pour pouvoir être mise en avant dans leur magasin de vente, dans leur gamme. Alors, pour venir concrètement sur comment fonctionne Terravitis et qu'est-ce qui se cache derrière le mot. Parce que le logo, c'est bien joli. On parle souvent du cahier des charges, mais moi, je vais commencer par le processus de certification. Parce que le cahier des charges, c'est le truc sexy qu'on essaye de vendre, et puis ça fait joli, et le consommateur en a plein la vue. Donc c'est très bien. Il faut un cahier des charges pertinent avec des éléments exigeants et vraiment, comment dire, qui affichent des engagements. Mais ce qui donne la valeur au cahier des charges, c'est quand même la façon dont il est contrôlé, puisqu'on revendique d'être une certification. Et il ne s'agit pas d'être juste une charte ou une opération marketing. Donc, depuis 26 ans, la philosophie à Terravitis, ça a été de dire il faut bâtir une certification solide et reconnue. Alors, derrière ça, ça veut dire il faut être pertinent, il faut que les exigences soient à la fois en phase avec les attentes de l'aval, qui soient les consommateurs ou les distributeurs, mais aussi avec les réalités du terrain au niveau de la filière de production. Parce que, encore une fois, c'est bien de vendre de la poudre aux yeux, mais bon, ça dure un temps, et puis un jour, on découvre que c'est un village Potemkin et qu'il n'y a rien derrière. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer d'être concret et pertinent. Ensuite, il y a une histoire de sérieux qui est essentielle si on veut que la certification elle soit solide et que là aussi, on ne bâtisse pas quelque chose sur du sable qui, au premier coup d'œil approfondi, va révéler une supercherie. Donc, nous, on a à peu près 60% des moyens financiers qui sont affectés au processus d'audit. Et ça, c'est une volonté des élus depuis le départ de dire on ne va pas tout mettre sur la com, on va d'abord essayer de faire quelque chose de solide. Et puis après, évidemment, on a des moyens de communication qui sont plus, comment dire, plus limités, mais l'objectif, c'est d'être crédible et que sur le long terme, ça paye. Et puis, je parle de long terme. L'objectif aussi, je vous parlais de durabilité, c'est vraiment d'inscrire la certification dans une logique de durée, réfléchir à long terme et faire en sorte de ne pas réagir à toute opportunité, faire des coups. Le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir quelque chose qui se construit de façon cohérente et qui se mette en place et soit, comment dire, qui provoque de l'adhésion chez les adhérents plutôt que simplement, bah, cette année, je vais respecter et puis voilà quoi. Et l'autre chose qui est essentielle depuis le début, c'est de rester accessible à des exploitations à taille humaine. Alors, vous mettrez la taille que vous voulez derrière ce terme un peu générique. Globalement, je pense que dans la Loire, on est bien confronté à ça. On a quand même une majorité d'exploitations qui n'ont pas les ressources pour avoir un chargé de mission qualité, un chargé RSE, etc., etc., et qui pour autant font et sont capables de faire des actions tout à fait positives. Donc, la volonté des élus, c'est de dire la ressource la plus rare sur nos exploitations, c'est le temps. Donc, il faut arriver à contenir le temps d'audit et le temps administratif nécessaire, parce que malheureusement, il y en a forcément de nécessaires pour remplir à bien les exigences de la certification, et au maximum, s'appuyer sur des démarches collectives pour réduire la charge de travail individuelle. Je reviendrai un peu là-dessus. Le but, c'est également de conserver une dimension humaine, puisqu'on revendique une logique de responsabilité sociale et sociétale et un volet humain, il s'agit de l'appliquer à soi-même également. Donc, il y a une volonté de garder, par le biais de la dimension associative, un accompagnement, éventuellement des services, des échanges entre adhérents, etc. Enfin, vraiment, ne pas être simplement un monstre froid qui vient certifier avec un contrôleur X ou Y. Et l'objectif aussi pour les élus, c'est qu'au-delà de simplement avoir des gens qui respectent un cahier des charges, c'est de faire en sorte que dans la mesure du possible, ils adhèrent à la logique de Terravitis.
Alors, il ne s'agit pas d'une conversion ou d'une entrée en secte, hein. C'est simplement que par le biais de la façon dont on construit le cahier des charges, on essaye d'avoir des questions qui soient simples, pratiques. Simple, c'est pas forcément au niveau du degré d'exigence, c'est au niveau de la façon dont c'est rédigé. Le but, c'est que vous lisez le cahier des charges, vous comprenez le sens, vous voyez, tiens, oui, il y a un point de contrôle, je vois pourquoi et je comprends pourquoi on va le faire. Il n'y a pas une boîte noire où vous allez rentrer 150 données et puis derrière, ça vous sort un chiffre ou un c'est bon, c'est pas bon. Et on essaie de maximiser, enfin de minimiser, pardon, le flou pour éviter les biais d'interprétation, qui soient du côté du viticulteur, mais aussi du côté du contrôleur. Parce que d'un point de vue de la solidité de la démarche, si vous avez une latitude d'interprétation énorme, vous avez des contrôleurs qui doivent être extrêmement experts pour être capables de le faire correctement, d'interpréter correctement. Et ça veut dire qu'il y a une difficulté et une fragilité supplémentaire. Bon, ça c'est l'aspect général. Au niveau très concret, Terraviti, c'est une certification d'entreprise parce que l'ensemble des pratiques et des surfaces doit être engagé dans la démarche. Vous ne pouvez pas avoir une exploitation qui va dire je vais faire 2 parcelles en Terravitis et puis par le reste. C'est toute votre exploitation ou pas. Par ailleurs, c'est une certification du produit pour 2 raisons. C'est qu'on a un contrôle donc annuel, je vous le disais, des adhérents sur les pratiques du millésime certifié. Je vais revenir dessus. Et la traçabilité complète parce que tous les opérateurs de la chaîne vont être certifiés. Je vais revenir là-dessus aussi. Et par ailleurs, au niveau rigueur, on a un processus de contrôle qui est garanti par des organismes de contrôle indépendants accrédités par le COFRAC. Et toutes les associations Terraviti sont également auditées. J'ai un petit schéma qui vous, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, qui vous montre ça de façon plus schématique. Tout à gauche, vous avez le pilier, c'est l'organisme certificateur qui va avoir 2 rôles. Un rôle en bas donc d'audit annuel des adhérents sur site, donc les viticulteurs, les négociants, les CAFCOP. Ils vont aller auditer un pourcentage plus ou moins important suivant les catégories et les tailles d'exploitation d'adhérents directement. Donc, c'est ce qu'on appelle les audits externes. Et ils vont également avoir des audits des associations Terravitis qui vont à la fois surveiller le fonctionnement, valider le système qualité et venir réauditer, vérifier en fait des audits qu'on appelle internes qui sont réalisés soit par les équipes des associations, soit par des prestataires comme certaines chambres d'agriculture à qui on délègue une partie des missions de contrôle. Au final, on a 100% des adhérents, donc on a 2000 adhérents audités chaque année. Je vous parlais simplement pour finir sur cette partie contrôle. Concrètement, si vous avez un viticulteur coopérateur, par exemple, son audit va avoir lieu avant les vendanges du millésime N, enfin ou du millésime considéré, pour donner la réponse de sa certification ou pas à la cave coopérative dont il dépend, et qui elle-même sera ensuite auditée sur ce même millésime. Et éventuellement, si elle vend un négoce, on aura aussi un audit. L'idée, c'est que la bouteille qui porte un logo Terravitis contient bien du vin certifié, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, je ne suis pas là pour faire du bashing, hein, qu'on soit bien clair, mais si je prends l'exemple d'HVE, votre exploitation est certifiée parfois sur des indicateurs de l'année précédente. Donc, le vin qui est dedans, il n'a pas forcément été, si par exemple vous n'aviez pas respecté, il n'est pas forcément conforme aux exigences qui étaient censées être celles du cahier des charges. Chez Terravitis, vous avez la garantie que ce qui est dans la bouteille a bien été produit suivant les spécifications Terravitis aux différentes échelles aux différents échelons de la production, que ce soit chez le viticulteur vigneron, s'il y a une cave-cop, s'il y a un négoce, etc. On s'arrête à l'opérateur qui met en bouteille étiquetée. Après, on n'a plus besoin d'aller certifier. De façon très pratique, pour une année de certification pour un adhérent, donc si c'est un nouvel adhérent, il va passer par un diagnostic d'exploitation. L'idée, c'est de faire le point sur où il en est, voir s'il est capable de rentrer dans la démarche dès l'année considérée, fin de l'année où il nous contacte, ou alors est-ce qu'on lui fait un plan d'action pour revenir dans 2-3 ans. Encore une fois, on est associatif, le but, c'est pas d'aller faire de l'argent sur le dos des adhérents. S'il n'a aucune chance de passer dès la première année, on ne va pas lui faire payer une cotisation, parce que c'est quelqu'un qui aura un mauvais vécu de cette expérience, c'est logique. Ensuite, la personne va adhérer à l'association chaque année, sera audité, et en fonction du résultat de l'audit, soit il est directement favorable, soit il est directement défavorable. Et puis, il y a tout un tas de cas qui sont intermédiaires,
où en fait ça se discute parce que il y a des écarts qui sont pas complètement critiques, mais il peut y en avoir. Et dans ce cas-là, le dossier est anonymisé et passe en commission d'agrément. C'est une commission qui est formée par des élus Terravitis qui vont aller donner un avis sur chacun des dossiers anonymes qui leur sont présentés. Et puis ensuite, l'adhérent va être certifié ou pas. Et donc, s'il est certifié, il obtient son diplôme. Voilà. On a un fonctionnement au millésime. Chaque année, c'est la même chose. Sauf que si vous êtes déjà adhérent, vous commencez à l'étape 2. Alors, ensuite, le cahier des charges. Donc, il est fondé sur les 3 piliers du développement durable et il est évolutif puisqu'il est remis, réécrit ou pas totalement réécrit, mais en tout cas, il évolue chaque année et maintenant, il est bisannuel. Il comporte 80 engagements qui se répartissent sur 13 chapitres, donc qui traitent à la fois, alors je vais pas, donc il y a un volet social-sociétal avec des éléments sur la formation, la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. Il y a bien les deux notions en interne, le côté social, et en externe vis-à-vis des parties prenantes qui ne sont pas dans l'entreprise, le côté sociétal. La santé et sécurité au travail, tout ce qui est environnement avec des chapitres sur la biodiversité, la fertilité des sols, les phytos, l'eau, l'impact climatique, consommation d'énergie, gaz à effet de serre, etc. Réduction des déchets, un chapitre sur des éléments sur le travail au chai, et puis un volet économique sur à la fois la durabilité économique de l'entreprise, notamment la notion de transmission, qui est essentielle pour la filière, comme vous ne l'ignorez pas, vu la pyramide des âges. Et puis la promotion de la démarche, puisque une démarche qui est mieux valorisée est un atout commercial meilleur pour votre entreprise. Alors, ce que je vais faire, c'est que donc, je vais venir faire quelques focus sur un certain nombre de points. On verra en fonction du temps, sinon je ferai un peu avant. Donc, première chose, sur la partie RSE. Ensuite, je vous parlerai un peu bilan carbone, impact carbone en tout cas, stratégie phyto et biodiversité. Et puis, on pourra discuter sur d'autres choses. Alors, qu'est-ce que la RSE? Alors, je ne vais pas vous faire un cours universitaire. Je vous propose quelques éléments de contexte sur d'où ça vient cette histoire-là, ce concept. Donc, c'est quelque chose en fait qui naît au 19e. Alors, évidemment, c'est les racines, de deux façons. Alors, vous avez un mouvement qui s'appelle les Business Ethics, en fait, qui naît aux USA. Donc, tout ça, c'est à l'époque de la révolution industrielle, où il y a la logique de faire des affaires de façon un peu plus éthique, et c'est très lié à la vision protestante aux États-Unis. Et en Europe, on a plutôt la logique de ce qu'on a appelé le capitalisme paternaliste, qui s'illustre, je vous ai mis quelques exemples, avec Michelin, les poêles Gaudin, le familistère de Guise, enfin les mines, etc., qui proposaient des écoles, des hôpitaux, des systèmes de retraite, etc., à leurs ouvriers. Donc tout ça, en fait, c'était comment l'entreprise, elle va au-delà de son activité propre de production économique. Dans les années 50, aux États-Unis, vous avez la RSE, donc le terme apparaît, et le courant éthique qu'on a appelé qui se développe, où l'idée, c'était dans un contexte de guerre froide, il fallait légitimer le capitalisme et le rôle des entreprises, et donc montrer comment elles pouvaient avoir un effet positif sur la société et comment tout ça pouvait être comment dire, un contre-modèle positif face au bloc de l'Est. La logique était très, alors pour nous, anglo-saxonne, avec une éthique bien mal très très forte. Pendant ce temps-là, en Europe, c'est les 30 Glorieuses. Donc, on va dire tout l'aspect social est géré, on va dire, par l'État. Les marchés sont immenses puisque les pays sont globalement ravagés et en reconstruction. Donc, il n'y a aucun problème de trouver des débouchés pour la plupart des productions. Et l'environnement n'est pas un sujet pour la plupart des gens. Dans les années 70, aux États-Unis, la RSE évolue. Alors, il y a toujours différents courants, mais il y a un courant qui prend de l'importance, qui dit que une entreprise responsable peut être plus performante. Donc, la logique de la RSE va devenir une sorte d'atout au service de la performance de l'entreprise. Et on voit apparaître les notions de parties prenantes, sur lesquelles on reviendra rapidement, qui en fait permettent d'identifier tous les acteurs avec lesquels l'entreprise interagit. Je vous fais un truc très rapide, mais en 1992, le concept de développement durable arrive sur la place publique, par le biais du sommet de Rio, enfin, vous connaissez l'histoire.
Et on va dire que de ce fait-là, en Europe, tout ce qui a déjà été fait sur la RSE va prendre un courant un peu différent, qu'on va appeler plus institutionnel, où la RSE va être une réponse des entreprises aux enjeux du développement durable. Concept forgé, en tout cas mis sur la table en 92. Et les parties prenantes de l'entreprise vont être identifiées, mais les institutions, qu'elles soient étatiques, régionales ou l'Union européenne, vont être des parties prenantes de l'entreprise de façon beaucoup plus affirmée. Bref, tout ça arrive à notre situation actuelle, où pourquoi est-ce qu'il va falloir que vous vous coltiniez ce concept et que ça vous concerne directement? C'est notamment parce que l'Union européenne a produit une directive en 2022, donc la directive CSRD, qui oblige un reporting extra-financier à toutes les entreprises sur les données environnement, social, gouvernance, etc. Donc en fait, tout ce qui va qui va demander à ce que l'entreprise prouve une responsabilité sociale et sociétale au-delà de sa simple activité économique. Et ça va s'imposer, donc dès 2025, ça s'impose à toutes les entreprises de plus de 500 salariés. Euh, en 2026, à celles de plus de 250 salariés, en 2027, pour les autres. Et en fait, dès aujourd'hui, ça vous concerne parce que si je reprends l'exemple de Carrefour, quand Carrefour va devoir prouver justement avoir des données sur son impact environnement, social, etc., il va devoir prouver que parmi ses fournisseurs, il va privilégier, ou en tout cas, il va essayer de faire monter en puissance des fournisseurs qui ont des pratiques qui s'inscrivent dans la logique d'une responsabilité sociale, environnementale, sociétale, meilleure que ça ne pourrait être. Voilà. Donc, de fait, par ricochet, de toute façon, même si c'est que les grandes entreprises qui s'y mettent pour l'instant, ça a des impacts sur toute la filière. Alors, pour finir sur un peu le contexte RSE, aujourd'hui, en gros, la définition qu'on pourrait mettre derrière la RSE, chez nous, j'ai pris deux définitions, hein, une européenne, une française. C'est pour la Commission européenne, c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Bon, très bien. Et le ministère de l'économie français avait synthétisé encore plus en disant c'est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Donc en fait, on voit bien que cette logique de développement durable, en fait, elle réapparaît d'une autre façon. C'est comment on intègre vraiment les enjeux du développement durable dans le fonctionnement de l'entreprise, en réfléchissant également avec ces interactions et pas seulement à l'interne de ce qu'elle fait. Il y a une norme internationale qui a été écrite en 2010, donc l'ISO 26000, dont vous avez sûrement entendu parler, qui n'est pas certifiable, donc vous ne pouvez pas être certifié ISO 26000. Par contre, elle fixe des lignes directrices, et à partir de ces lignes directrices, vous pouvez mettre en place une certification, éventuellement une autre norme qui se réfère à ça. L'idée, c'est que c'est vraiment un cadre pratique qui vous dit, voilà, si vous suivez tout ça, globalement, vous êtes dans une démarche RSE. C'est une sorte de consensus international sur ce que c'est que ce concept de RSE. Et donc, il y a 7 questions centrales sur lesquelles je vais revenir, qui sont définies dans cette norme ISO 26000. Alors, en quoi Terravitis répond aux exigences d'une démarche RSE? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que Terravitis s'inscrit dans cette logique-là et peut être une réponse à la RSE? Alors, premièrement, au niveau du principe de fonctionnement, dans la norme ISO 26000, on va vous demander que donc, la norme impose d'avoir un cadre défini. Il faut avoir une feuille de route, des objectifs, des cheminements, etc., en impliquant toutes les parties prenantes. Donc ça, c'est à l'échelle de votre entreprise, en théorie, hein, si vous voulez faire tout ça. Il faut définir des axes à l'échelle de l'entreprise pour répondre aux objectifs que vous vous êtes donnés. C'est en fait la mise en place d'une stratégie pour atteindre une meilleure responsabilité. Hein. Un plan d'action adapté évolutif et un suivi régulier, un contrôle, éventuellement un audit, en tout cas, pouvoir faire un point d'étape pour voir où on en est et savoir si à chaque fois on a progressé, on atteint nos objectifs ou pas. Alors évidemment, à l'échelle d'une exploitation, encore une fois, à taille humaine, c'est-à-dire pour une grande partie des exploitations viticoles, le défi est conséquent. Parce que déjà, vous avez une difficulté à impliquer toutes vos parties prenantes, parce que certaines sont beaucoup trop grosses pour vous répondre parce qu'elles vont être sollicitées par des centaines d'exploitations pour expliquer leur politique RSE, parce que d'autres sont beaucoup trop petites et n'auront pas de politique RSE. Le temps de travail est
vraiment conséquent. Et parfois, en plus, vous êtes obligé de vous faire accompagner par des gens spécialistes du secteur, ce qui vous coûte. Et donc, la logique, en tout cas pour nous, ça a été de dire, bon, Terravitis, c'est une réponse collective, en fait, pour répondre à tout un tas de défis. Alors, c'est pas arrivé aujourd'hui, du jour au lendemain, c'est que depuis des années, en fait, c'est la logique de Terravitis, c'est de dire, de toute façon, on est sur nos petits bateaux, chacun nos petites exploitations, sur un grand océan, et pour arriver à être pertinent, seul, on est parfois complètement bloqué parce qu'on n'a pas les ressources en interne, même si ce qu'on fait peut être très valable. Donc, on essaye d'avoir une réponse collective. Alors, si je reprends ensuite les questions de l'ISO 26000, vous avez cette question de base, donc comme je vous l'ai dit, je vous les relise. Donc, la gouvernance, les droits de l'homme, les relations, conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et le côté communauté, développement local, etc. Alors, la façon dont on y répond, c'est la gouvernance. Ben, c'est justement que, au lieu de réfléchir ça à l'échelle de votre exploitation seule, ben, on va le faire par le biais du collectif Terravitis et on va s'établir comment dire, des réponses qui pourront s'appliquer le plus possible à tout le monde. Le côté droits de l'homme, relations, conditions de travail, on a tout le côté volet social, formation, sécurité au travail de la démarche. L'environnement, bon, vous avez tout un volet environnemental, ça vous l'avez vu. Loyauté des pratiques, c'est la solidité du système de contrôle qui va aussi être une garantie à ce niveau-là. Tout ce qui est question relative aux consommateurs, c'est à la fois parce qu'il y a des exigences, notamment sur la consommation responsable dans Terravitis et par le biais de partenariats qui existent ou qui sont en cours qui se développent par ailleurs. Et puis, le côté communauté, développement local, alors en fait, c'est tout le rapport à la société. Alors, il y a plein d'aspects, mais en tout cas, il y a un aspect qui est important pour nous, c'est que le fait d'avoir une certification qui soit pertinente, reconnue et qui soit un atout pour les exploitations, permet aussi, comme je vous disais, à des exploitations qui n'ont pas la taille critique pour être capables de se maintenir dans un environnement de plus en plus concurrentiel qui va leur demander de plus en plus d'exigences. Et donc, le fait qu'elles arrivent à toujours développer une activité commerciale et être pertinente, c'est aussi un facteur de maintien de territoire vivant. Et donc, il y a tout cet aspect indirect, finalement, du fait que si vous êtes dans une démarche qui vous permet de continuer à exister, malgré une taille, on va dire, plus limitée, eh bien, vous avez un facteur positif, en fait, sur votre territoire. Bon, après, il y a d'autres aspects, mais j'ai essayé de synthétiser ces aspects-là. Alors, du coup, je ne sais pas si j'ai répondu ou pas à la demande de clarifier ce qu'était la RSE. Si c'est pas clair, vous me direz, et si c'était pas ce que vous attendez, vous me direz également. Ce que je vous propose maintenant, c'est, si vous en êtes d'accord, c'est de voir comment, à travers quelques sujets, on répond concrètement, enfin, quelles sont les exigences d'un point de vue concret sur différents sujets. Ça vous, ça vous convient, Interloire? Très bien. Donc, sur les aspects sociaux, sociétaux, donc c'est un sujet qui est travaillé depuis assez longtemps. Alors, de plein de façons. Notamment, en fait, on a beaucoup travaillé le sujet par le biais du consortium SWR dont on est membre, puisqu'il y a plusieurs groupes de travail sur le sujet, et par des échanges également avec le CEDEX, qui est un organisme qui met en place la RSE, enfin, qui met en place des chaînes de RSE à l'échelle internationale. Peut-être certains sont déjà certifiés CEDEX, on pourra revenir dessus. Bref, tout ça aboutit à avoir 3 chapitres qui concernent le volet social, sociétal, vous l'avez vu, avec 18 engagements concrets obligatoires, et je ne vais pas tous vous les lister, mais je vous en liste 3 juste pour illustrer. Alors, premièrement, vous avez un engagement qui s'appelle Forme Sécu, où le but, c'est que tous les personnels permanents, qu'ils soient exploitants, salariés ou main-d'œuvre familiale, doivent suivre une formation sécurité au travail, au moins une fois tous les 5 ans et pour chaque personne concernée. L'objectif derrière ça, c'est en fait arriver à faire changer la façon dont on voit, changer la culture de la sécurité dans la filière. Si on a simplement des exigences en termes de moyens, c'est très intéressant, mais le fait que chaque personne qui agit sur l'exploitation doive se confronter et en tout cas prendre du recul sur son travail sous l'angle sécurité,
leur permet de voir les choses différemment. Et petit à petit, au fil des années, on voit que sur les exploitations, chacun va avoir une réflexion différente et petit à petit, on améliore les conditions de travail de façon très pratique. Alors, il y a un point qui s'appelle RSE. L'idée, c'est que vous avez un questionnaire d'auto-évaluation de votre responsabilité sociale auquel vous allez répondre chaque année. Donc qui en fait va traiter de tout un tas de sujets, que ce soit les horaires de travail, les conditions de travail, si vous avez des travailleurs migrants, la façon dont ils sont recrutés, si vous avez des prestataires de main-d'œuvre, comment vous évaluez leur façon de travailler. C'est un questionnaire relativement complet, mais assez rapide. Alors, suivant votre profil, ça va vous prendre plus ou moins de temps. Le but, c'est que chaque année, un peu comme un DUER finalement, un document unique d'évaluation des risques, mais là, sous l'angle responsabilité sociale, qu'est-ce qui va faire que, tiens, là, j'avais pas conscience, mais mes pratiques font que je suis peut-être pas tout à fait en phase, et donc je vais essayer d'améliorer ce sujet-là. Et après, nous, on essaie d'accompagner les adhérents sur un certain nombre d'éléments. Et j'ai pris un autre exemple, on vous demande aussi d'avoir l'attestation de vigilance pour chaque contrat de prestation supérieur à 5 000 euros hors taxe quand vous avez un prestataire de main-d'œuvre viticole. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'attestation de vigilance. En gros, c'est la MSA et l'URSSAF qui ont mis ça en place. Ça veut dire qu'une société qui paye ses cotisations peut obtenir une attestation de vigilance qui vous permet de vous garantir qu'elles ont au moins payé les cotisations, elles sont à jour de leurs cotisations. Donc, il y a deux aspects là derrière. C'est à la fois une notion de responsabilité sociale, puisque du coup, vous n'allez pas jouer avec faire embaucher des gens qui jouent les passagers clandestins. Et puis par ailleurs, il y a une notion aussi de résilience économique, puisque si jamais votre prestataire s'en va avec la caisse dans un autre pays sans avoir payé les cotisations, ce sera à vous de payer les cotisations des gens qui ont travaillé sur votre exploitation, et ça peut chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d'euros au bout d'un certain temps. Donc, le fait d'avoir cette réassurance-là permet d'éviter justement de se retrouver face à un mur de cotisations en retard à payer, alors qu'en plus, vous aurez payé plein pot avec le prestataire. Et un maraîcher qui demande de 150 000. Voilà, je vais très vite et sur chaque sujet. Je vous propose 2-3 éléments sur l'enjeu carbone. Alors, juste un petit élément de contexte. J'ai repris un exemple. Simplement, le côté conditionnement-distribution, c'est à peu près 50% de l'impact carbone du vin. Alors évidemment, suivant les études, on va arriver à 47, à 55, bref, l'ordre de grandeur, on est à peu près là-dedans. Donc l'impact principal, c'est le poids de la bouteille. Alors, par ailleurs, nous sommes soumis aux exigences de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec, là j'ai repris la stratégie bas carbone, avec quand même une trajectoire qui doit être extrêmement ambitieuse si on veut réussir à ne pas être en maillot de bain toute l'année dans quelques décennies. Donc, pour répondre à tout ça, alors chez TerraVitis, la logique, ça a été depuis plusieurs années là aussi un travail sur le sujet. Vous verrez, je le remets régulièrement, mais c'est vraiment pour vous dire que quand certaines choses arrivent dans le cahier des charges en TerraVitis, généralement, ça a fait l'objet de 5, 6, 7, parfois 10 années de travail avec des projets, des choses comme ça, pour voir comment on arrive à le mettre en place, qu'est-ce qui est le plus pertinent, etc. Donc, on a participé à des projets de recherche XP qui allaient en vie. Eco3Vic, par exemple, qui était avec l'analyse de cycle de vie pour essayer d'avoir des itinéraires viticoles qui soient moins impactants. Tout ça, en fait, a permis d'identifier où étaient les principaux leviers et qu'est-ce qu'il fallait qu'on active en premier. Identifier les bonnes pratiques chez les adhérents. Là aussi, c'est très important pour nous. On a un réseau quand même assez vaste. Donc, qu'est-ce qui est fait déjà? Quelles sont les bonnes idées qu'ils peuvent avoir eues directement? Est-ce que c'est diffusable ou pas? Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Et puis, encore une fois, travail à l'échelle de la filière dans le cadre du consortium. Tout ça aboutit à un chapitre avec 4 engagements concrets et obligatoires sur l'enjeu carbone, parmi lesquels 2 engagements. Alors, je suis désolé, c'est un peu détaillé, mais vous avez un premier engagement, je vous ai dit, poids de la bouteille. On a signé ce fameux pacte sur l'allègement de la bouteille. Alors pour l'instant, c'est que le vin tranquille parce qu'on est en train de travailler sur les objectifs sur les objectifs bulles.
Toujours est-il que l'objectif, c'est votre poids de bouteille doit être inférieur ou égal à 420 grammes sur toute votre gamme. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, soit vous devez nous donner une feuille de route pour alléger vos bouteilles, identifier les blocages. Vous pouvez avoir aussi des cas où il n'y a pas de solution à l'heure actuelle. Ou alors, vous pouvez aussi être engagé dans une filière de lavage et réemploi de la bouteille. Donc ça, c'est un sujet qu'on a travaillé depuis très longtemps. On l'avait travaillé sous l'angle aussi santé au travail. Vous allégez de 80 grammes votre bouteille de vin, vous portez 100 kilos de moins par palette. Hein. On avait fait ce travail-là il y a déjà une dizaine d'années. Sous cet angle-là, c'est pas neutre hein, quand vous faites 4 palettes par jour. Avec l'âge de la retraite qui recule un petit peu, vous verrez le nombre de tonnes que vous portez en moins sur votre carrière. En termes d'usure, c'est pas neutre. Donc, il y a aussi des effets positifs qui peuvent arriver par le biais de cette partie-là. Donc, première, on essaye d'alléger les bouteilles ou alors on fait du réemploi. Deuxième chose, enfin, c'est pas on essaye, on allège les bouteilles ou on fait du réemploi. Deuxième chose, vous avez des actions qui vont être positives pour diminuer le bilan carbone. Et on va vous demander, parmi une liste d'actions, d'en mettre au moins une en place. Et évidemment, si vous pouvez en faire plus, c'est mieux. Et donc, ces actions, on a des éléments chiffrés qui permettent de dire, voilà, ça permet d'économiser tant et tant et tant et tant. Et donc, vous allez soit ne plus avoir de piquet métal pour toutes vos nouvelles plantations ou renouvellement de palissage, soit à minima, donc restituer au sol les sarments sur toutes les surfaces mécanisables de l'exploitation, planter 100 mètres de haies, supprimer la fertilisation minérale, planter des variétés résistantes, enlever la capsule de surbouchage, ou vous, dans le cas, certains cas, vous avez déjà fait un bilan carbone avec un plan d'action détaillé, vous avez déjà tout un tas une feuille de route. Bon, là, on va évidemment s'intéresser à ce que vous avez mis en place. L'idée, c'est d'être très pratique. Hein, je reviens depuis le début. Tout ça sort d'assez longtemps, de beaucoup de travaux. Le but, c'est, je suis exploitant, c'est rare que vous soyez incapable de faire une action. En tout cas, il va falloir faire une action. Vous choisissez celle qui est la plus facile ou qui est déjà en place chez vous, que vous avez déjà prévu de faire. Bref, qui est compatible avec votre exploitation. Mais en tout cas, sur toute la France, vous allez forcément avoir une action sur chaque exploitation qui est mise en place, et sans doute plus. Stratégie phytosanitaire, c'est un point, surtout cette année, malheureusement important. Donc, c'est un chapitre avec 18 engagements concrets obligatoires, dont, alors, je viens dessus, une limitation des IFT et une interdiction des CMR1 et des produits CMR2. Je ne reviens pas sur la définition, je pense que vous êtes au courant. Traçabilité, conditions d'application, respect des conditions de l'AMM, etc. Les stocks, les factures sont intégralement contrôlés chaque année. Il n'y a pas d'échantillonnage. Chez nous, c'est tout qui est contrôlé chaque année. L'IFT CMR, donc les CMR1 sont interdits, et l'IFT CMR2 ne doit pas dépasser 2 en moyenne sur 3 années. Donc là, on est sur des années fixes. Donc 2025, 26, 27, il va falloir que votre IFT CMR soit limité en moyenne à 2. Donc à la fin, vous ne pourrez pas avoir fait plus de l'équivalent de 6 produits CMR. Toutes cibles confondues, hein, toutes spécialités commerciales, herbicides, fongicides, insecticides. Et par ailleurs, donc l'IFT total, donc nous, on va considérer la somme des IFT herbicides et phyto hors biocontrôle et hors traitement obligatoire flavescence dorée. Parce qu'en fait, suivant les zones, vous n'êtes pas soumis forcément au traitement obligatoire et ça crée une distorsion importante entre l'égalité entre adhérents. Et donc, vous devrez être inférieur à l'IFT plafond par zone géographique qui en fait est à 80% de la limite de la référence ministère que vous connaissez, qui maintenant est une donnée établie. Donc voilà, en moyenne sur 3 ans, votre IFT devra être inférieur à cette référence qui est 80% en dessous. L'objectif, c'est à la fois que les années difficiles, vous ayez de la marge de manœuvre si vous avez été vertueux les années faciles. Puisque du coup, une année où vous n'avez pas beaucoup besoin de traiter, vous gardez des cartouches, on va dire, pour justement pouvoir faire face aux années plus compliquées. Continue ou biodiversité, et puis après j'ai fini. C'est bon? Alors la biodiversité.
Même chose, donc un chapitre avec 6 engagements concrets obligatoires, dont les 2 que je vous présente là. Un peu la même logique, un pourcentage, donc un indicateur biodiversité. Alors là, c'est la seule chose qui est complètement similaire à HVE, parce qu'on n'avait pas envie de refaire un calcul à nous qui allait embrouiller tout le monde. Donc l'indicateur biodiversité, on doit être supérieur à 10% de la SAU totale. On est exactement sur l'objectif d'HVE. La logique, c'est on garde une partie de la surface pour la nature en préservant des habitats. Et la deuxième action, c'est une liste, encore une fois, avec mettre en place au moins une action et un maximum, si vous le pouvez, parmi une liste positive. Donc, par exemple, poser et entretenir des nichoirs à insectes, chauves-souris, mésanges, etc., avec quand même des spécifications, hein, parce que ça, c'est un sujet qu'on a travaillé depuis des années avec des entomologues, des associations naturalistes, etc. Donc, on sait que sur des parcelles sensibles, il faut au moins, par exemple, 5 nichoirs à mésanges pour avoir un effet valable. Donc voilà, il y a des nécessités quand même de respecter ça. Il ne s'agit pas juste de mettre un nichoir à l'entrée du domaine et pour faire joli. Participer à l'Observatoire agricole de la biodiversité, conventionner une action de protection, conservation avec une association naturaliste, planter des haies, des parcelles en agroforesterie, etc., etc. L'idée, encore une fois, c'est que vous devez agir. On ne vous dit pas faites quelque chose et puis on évaluera si c'est bien ou pas, parce que dans ce cas-là, le contrôleur, il faut qu'il soit bon surtout pour être capable d'évaluer. On vous met une liste positive. Donc, très facilement, vous savez, il va falloir faire quelque chose parmi cette liste-là. Et cette liste, évidemment, elle pourra évoluer au fil des années si on a des nouvelles pratiques très intéressantes qui sont identifiées. Voilà. Pour en savoir plus, chaque année, on organise des rencontres annuelles physiques des adhérents. Dans la Loire, donc l'objectif de ces rencontres, c'est parler des évolutions de cahier des charges, la communication, la reconnaissance de la démarche, et puis il y a tout un temps d'échange, pardon, avec des ateliers de travail sur différents sujets, et on essaie d'organiser parfois des ateliers formation santé et sécurité qui permettent aux adhérents aussi de valider certaines exigences. Vous avez les dates des rencontres annuelles, donc alors le Centre-Loire, je sais que ça vous concerne moins, mais en tout cas, le 18 décembre, on est à Sancerre. Le 29 janvier, à Château-Thébot pour le Muscadet. Le 30 janvier, à Martigny-et-Briand, en Anjou. Et le 31 janvier, en Touraine, à Montlouis. Voilà, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, hein, si vous souhaitez vous renseigner. Il n'y a aucune obligation d'adhésion. Voilà, j'ai essayé de faire le plus rapide possible. Et j'écoute vos questions. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Nicolas, moi j'en avais une, notamment sur l'IFT. Vous parlez de l'IFT Terravitis Total qui tient compte des herbicides et des fongicides. Oui. Dans fongicides, phyto, je veux dire. Vous indiquez herbicides et phyto. C'est bien fongicide plus insecticide? Oui, c'est ça. Alors, pardon, on l'a pas mis Dans là. phyto, Si, en fait, c'est... c'est tout. Phyto, c'est tout traitement. Ok, c'est fongicide Traitement, plus insecticide. Ok. exactement. Acaricide, enfin tout type. Ok. Là aussi, l'idée, c'est de. On a quand même sur toute la France des grandes diversités de situations. On a des gens qui vont être vertueux sur la partie traitement et qui, sur l'herbicide, sont dans des situations où c'est très compliqué de diminuer. Et donc, le fait de le voir de façon globale, on va dire que globalement pour l'environnement, de toute façon, le but, c'est d'en mettre le moins possible. Après, si certains sont meilleurs sur les phytos, ils se rattrapent comme ça, et puis ça leur permet de gérer leurs problèmes herbicides, ça donne cette souplesse sans baisser l'exigence générale. Oui, madame ou monsieur Fontaine, je ne sais pas, Fontaine. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation, c'était intéressant. Je travaille chez Interloire, je suis responsable du trade marketing pour promouvoir les vins de Loire à l'export auprès des cibles trade. Du coup, on voit qu'à l'export, il y a vraiment un grand intérêt pour tout ce qui est développement durable et notamment le bio. Généralement, en certification, ils connaissent surtout, voire que le bio. Et de notre côté, les labels, le label Terravitis, c'est vraiment un fort argument. Et en fait,
on veut s'appuyer dessus et voilà, c'est un indicateur qu'on suit évidemment chez Interloire. Et du coup, ma question, c'est comment comment parce que c'est souvent très difficile d'expliquer Teravitis ou comme HVE aux professionnels à l'export. Donc, selon vous, quelle serait votre recommandation et comment on peut mieux expliquer très simplement et clairement à des professionnels à l'export ce que c'est le Teravitis et voilà ce que ça peut leur apporter, quoi. Oui, bah, c'est toujours le problème des démarches qui sont un peu multi-sujets et qui essayent de voir global. Bah, je dirais, en fait, on a ce problème-là de savoir comment communiquer. En fait, je pense que euh, il y a deux façons de le voir. Soit on essaye d'expliquer, de le faire de deux façons. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous faire aujourd'hui, hein. Pour moi, c'est la même difficulté aujourd'hui. C'est que souvent, on n'a pas beaucoup de temps et il faut à la fois montrer qu'on s'intéresse à plein de choses, mais que c'est pas juste on survole plein de choses. Donc, j'ai choisi de faire des focus sur certains sujets et je pense que c'est un peu ce qu'on essaie de faire, c'est de dire on ne veut pas essayer de faire croire qu'il y a un arbre qui cache la forêt, ou en tout cas que on se retrouve avec mettre en avant un sujet parce que finalement il n'y a rien d'autre derrière. Donc il faut essayer de prendre quelques focus, je pense, pour montrer qu'il y a quand même une approche qui est globale et qui s'intéresse aux différents sujets, mais que sur chacun des sujets, on va essayer d'être très concret et que derrière, parce que derrière, il ne faut pas juste que les gens ils respectent des engagements. Nous, le but depuis le début, c'est, enfin, je dis nous, c'est vraiment la volonté des élus, mais moi j'adhère à cette vision-là, c'est que derrière l'engagement, il y a une vraie action concrète et ça a un effet, parce que l'objectif c'est quand même d'être plus durable, ça a un effet à la fois sur le fait que vous allez être meilleur environnementalement et vous allez être meilleur sur le respect des salariés, la santé, et que tout ça a un impact positif sur votre exploitation et puis plus globalement sur la société. Donc, moi, j'aurais souvent cette approche à essayer de montrer un peu l'ensemble du périmètre qui est couvert, un peu par le biais du cahier des charges. Alors, on a des documents de com, hein, on a des petits films, on a tout un tas de trucs hein, qui sont quand même créés. On a une agence de communication, on a des attachés de presse, enfin bref, on s'appuie sur des vrais professionnels pour ce sujet aussi, hein. Et donc, avoir cette approche globale et puis l'illustrer par des choses très concrètes qui permettent de montrer que, bah oui, on n'est pas juste en train de vous vendre un beau tableau général et puis le monde est merveilleux. C'est pas le village des Schtroumpfs non plus, hein. On est sur des trucs très concrets, quoi. Je ne sais pas si je réponds parce que c'est un peu une réponse de Normand aussi. J'ai pas une réponse absolue, hein, mais je crois que c'est le plus parlant. Et après, c'est aussi dans la discussion, quand on est face à des vraies personnes ou en fonction des attentes aussi qui sont exprimées, certains sont beaucoup plus sensibles. On le voit notamment par le biais de notre consortium, là. Quand on regarde, en fait, notamment quand on se compare avec d'autres certifications, suivant l'endroit où elles sont basées, les problématiques sont pas les mêmes. On va dire que les Néo-Zélandais, la question des migrants, c'est beaucoup moins prégnant chez eux, même si ça existe que d'autres sujets. À l'inverse, quand vous êtes en Californie, la question de l'eau et des migrants, bah, c'est essentiel parce que vous êtes confronté à ça tout le temps. Donc, du coup, l'interlocuteur, effectivement, on va mettre en avant certains points plutôt que d'autres parce que ça va plus lui parler. C'est quelque chose auquel il est confronté. Merci. Bonjour Nicolas, merci beaucoup pour la présentation. Je suis Sophie Talbot, on s'était parlé mais jamais vu, Oui, directrice enchanté. d'Interloc. Euh, Moi je voulais revenir sur les nouveaux adhérents. Euh, le diagnostic d'exploitation, combien de temps il dure et en général, combien de temps est-ce que ça nécessite post-diagnostic pour se sentir prêt pour Ah prétendre bah, au label, à l'audit? alors, attendez, je reviens. Oui, C'était c'était un peut-être peu long. dit, je vais peut-être loupé. Non, non, le diagnostic d'exploitation, c'est une demi-journée sur place. D'accord. Je vous ai pas parlé de coût d'ailleurs également. C'est une prestation payante, c'est la seule prestation qui coûte aujourd'hui 400 euros hors taxe, donc qui est facturée la première année, où on va donc passer une demi-journée sur l'exploitation pour aller regarder un peu l'ensemble des pratiques, voir où ils en sont, et puis je dirais que de plus en plus on a des exploitations qui sont proches de la démarche.
C'est-à-dire que le vrai problème, en fait, qui va faire on va leur proposer d'adhérer plus tard, c'est quand il y a vraiment des problèmes d'infrastructure qui sont pas là, qui leur demandent vraiment des investissements importants. Et on va pas dire à des gens, bah, vous allez investir 50 000 balles pour vous mettre aux normes sur ça et ça dans l'année pour pouvoir entrer en Teravitis. Donc, souvent, ça va plus être sur des pratiques qui peuvent évoluer d'une année sur l'autre. Donc, dans ce cas-là, la plupart des exploitations, quand même, de plus en plus, rentrent dès l'année considérée. Donc, on va faire le diagnostic, mettons, au mois de février, et puis ils vont adhérer au mois de mars ou avril. L'audit a lieu soit au mois de juillet, avant vendange, pour ceux qui sont apporteurs de mou ou de raisin, une cave-cope ou un négoce, donc comme je l'avais présenté. Et pour ceux qui ne vendent que du vin ou qui ne vendent que du vin, donc soit en direct, soit une cave-cope ou un négoce, pardon. Dans ce cas-là, l'audit a lieu en octobre-novembre, après les vinifs en fait. Et l'adhésion, au niveau coût d'adhésion, donc dans toute la zone Loire, on est à 610 euros plus 10,50 € pardon, de l'hectare. Et donc ça, c'est un coût annuel qui comprend tout. Il n'y a pas d'autre coût. L'audit est compris dedans. Enfin bref, ça finance tout. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à poser à Nicolas? Je vois qu'on s'approche de l'heure. J'avais une petite question sur le reporting extra-financier, la directive CSRD. Vous en avez parlé. Oui. Ça s'appliquera aux petites entreprises. Oui, à partir de 2027, en théorie. Alors, en fait, pas toutes petites. À partir de 2027, c'est les PME cotées en bourse. Et les toutes petites entreprises de moins de 10 salariés ne vont pas avoir à le faire. D'accord. Certains, en fait, globalement, normalement, une grande partie de la filière n'aura pas à le faire directement. Le problème, c'est par ricochet, en fait, que ça s'impose. Il se trouve qu'il y a pas longtemps, je me suis retrouvé avec des acheteurs d'un gros acteur de la filière et qui me disaient, bah tiens, nous, dans nos objectifs internes de notre politique RSE, c'est le pourcentage de vin certifié qu'on achète. Alors après, qu'est-ce qu'ils mettent derrière certifié? Quelles sont les certifications reconnues, etc. Ça, il se trouve qu'on n'en avait pas discuté, mais il va y avoir forcément dans toutes ces grosses structures et principalement chez les distributeurs, toute une batterie d'indicateurs qui va être pondue et qui va, par ricochet, s'imposer à la filière. Et la question, encore une fois, hein, je reviens là-dessus, mais la vraie question pour Teravitis, c'est de se dire, si on fait rien, ben, en fait, ceux qui vont survivre, c'est les gros qui vont être capables de répondre à tout ça. Et donc, la seule solution, c'est l'agrandissement, la concentration. Et ce qui fait quand même la richesse de la filière et ce à quoi nos élus sont attachés aussi, c'est une vision de la viticulture qui n'est pas que de la grosse structure. On n'est pas opposé non plus, hein, mais en tout cas, c'est de permettre à trouver une solution pour tous les gens qui travaillent bien, quelle que soit leur taille, qu'ils arrivent à trouver un chemin pour réussir dans un marché qui devient de plus en plus exigeant et concurrentiel. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer l'enregistrement.